Audience ce mercredi 27 janvier 2021 à la présidence de la République. Le chef de l'État Patrice Talon a reçu une délégation de la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, conduite par Serge Ekoué. Le financement des projets de développement au Bénin était au cœur des échanges. Les détails dans un instant. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenossi, a procédé ce mardi 26 janvier 2021 à la signature de 4 documents dans le projet de construction de l'échangeur de Verdocor avec l'ambassadeur du Japon près le Bénin. Et puis, séance d'échange ce mercredi entre les responsables de la Commission électorale nationale, Autonome Sénat et les représentants des institutions impliquées dans l'organisation de l'élection présidentielle d'avril 2021. Ceci dans le but du bon déroulement du scrutin. Voilà pour le sommet. Le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé ce mercredi avec une délégation de la Banque Ouest-Africaine de Développement. La délégation était conduite par Serge Ekoué, nommé il y a quelques mois à la tête de l'institution. Au centre des échanges, le financement des projets de développement au Bénin. Et c'était une occasion, bien sûr, pour le président de la République de solliciter l'accompagnement de la BOAD dans la réalisation des réformes engagées par le Bénin depuis 2016. Je vous invite à suivre les impressions de Serge Ekoué à la sortie d'audience. Nous avons évoqué quatre grands sujets. Le premier, je me suis permis de lui présenter mes condoléances en la qualité de président de la BOAD à titre plus personnel, suite au décès survenu hier de son directeur de cabinet. Je comprends que le président de la République et son directeur de cabinet avaient des relations proches. Il était donc important que je présente les condoléances au chef de l'État. Le deuxième point, j'ai remercié le chef de l'État d'avoir présenté ma candidature, de l'avoir soutenue, candidature à la tête de la Banque Ouest-Africaine de Développement, et d'avoir pu convaincre la conférence des chefs d'État et le président de la conférence des chefs d'État de l'intérêt de ma candidature. Je l'ai donc remercié, c'était important. Nous avons ensuite discuté des modes de financement du développement, le sujet du renforcement des fonds propres de la Banque Ouest-Africaine de Développement, qui est notre sujet clé. C'est le sujet majeur, principal. Il est important que la Banque Ouest-Africaine de Développement soit mieux dotée en fonds propres et une colonne vertébrale plus solide, ce qui nous permettra de pouvoir aller lever des ressources beaucoup plus importantes sur les marchés financiers. Et je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le bilan de la Banque Ouest-Africaine de Développement est financé à hauteur de 70% par les marchés. Donc notre sujet, c'est le renforcement des fonds propres. Et d'ailleurs, le chef de l'État a insisté sur le fait que c'était vraiment l'objectif numéro 1 qu'il fallait que nous arrivions à remplir, à atteindre très vite, et qu'une fois que nous aurions atteint cet objectif, une mise en ordre la maison, nous soyons à nouveau disposés à discuter de sujets de développement avec lui, et nous nous sommes engagés bien évidemment à nous revoir dès que cette mission, cet objectif ambitieux aura été réalisé. La coopération est excellente, vous le voyez bien. Nous sommes ici à la maison. Les choses se passent très bien, les choses sont très fluides. Il y a une osmose très forte, bien évidemment, entre la BOAD et la République du Bénin. Alors, les sujets portent essentiellement, s'agissant de la coopération, portent essentiellement sur les sujets d'infrastructure, principalement sur le secteur souverain, mais il s'agit pour nous aujourd'hui, à la faveur du nouveau plan stratégique, de regarder ce que nous pouvons faire de plus et de mieux, également avec le secteur privé, les PME et les PMI. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi, conseil au cours duquel plusieurs mesures ont été prises. Il s'agit entre autres du décret fixant les attributs et appellations de grade ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises et la contractualisation dans le cadre du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin. Le point avec Alain Orola, porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets fixant les attributs et appellations de grade
ainsi que les signes distinctifs au sein des forces armées béninoises. Au titre des communications, contractualisation pour une assistance technique au profit du projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin, TASCO 2. Le dit projet vise l'amélioration durable des revenus des exploitations et des rendements des cultures de la rotation cotonnière par la restauration et l'amélioration de la fertilité des sols grâce à l'adoption de pratiques agroécologiques et à une mécanisation adaptée aux pratiques. Il va ainsi assurer une généralisation du référentiel technique élaboré et implémenté au cours de la phase pilote qui a eu lieu de 2017 à 2019. La zone d'intervention du projet couvre 22 communes regroupant 180 000 producteurs qui réalisent 90% de la production nationale de coton, de même qu'une part importante de cultures vivrières. C'est à cet effet qu'il est prévu le recrutement d'une assistance technique internationale dans le cadre de la convention signée entre le Bénin et le bailleur, l'Agence française de développement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi a procédé ce mardi avec l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le représentant régional de la JICA à la signature de 4 documents dont le projet de construction de l'échangeur de Vedoko. Mathilde Sabi. La route du développement passe par le développement de la route Titan. C'est pour cela que l'ambassadeur du Japon près le Bénin a procédé à 2 échanges de notes avec le ministre Aurélien Agbenonsi. Cet acte posé par les 2 parties marque de façon officielle la mise à la disposition du Bénin par le Japon d'un montant de près de 18 milliards de francs CFA pour la phase du démarrage des travaux de l'échangeur de Vedoko. La réalisation des 10 projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des infrastructures routières et des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. Les infrastructures routières jouent un rôle prépondérant dans le développement socio-économique et leur manque constitue une contrainte majeure à la croissance et à la compétitivité économique d'un pays. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que d'ici quelques années, ces 2 projets qui nous réunissent aujourd'hui seront achevés comme prévu à la satisfaction de tous et les difficultés liées à la circulation au niveau du carrefour Vedoko seront conjuguées au passé. La construction de cette infrastructure à ce carrefour stratégique de la ville de Cotonou permettra au plan national de mettre fin au calvaire des riverains. Au plan sous-régional, elle va favoriser le développement du corridor Abidjan-Lagos, reconnaît Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. C'est le 13 mars dernier que, avec votre prédécesseur, nous avons procédé à la signature d'échanges de notes dans cette même salle pour pouvoir marquer la première étape de la réalisation de cet échangeur du carrefour Vedoko. Réaliser l'échangeur de Vedoko, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. L'infrastructure sera réalisée grâce à la coopération japonaise et la JICA qui accompagne ainsi le gouvernement du Bénin dans son développement. Il s'agit d'une assistance financière non remboursable. La présente cérémonie traduit la volonté et l'engagement de la JICA d'accompagner le Bénin dans sa marche résolue vers le développement. Marqué depuis 2016 par le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, mise en œuvre de façon méthodique. La JICA met en œuvre actuellement au Bénin, entre autres actions, le projet de construction d'écoles primaires dans le département de l'Atlantique. Les travaux prendront fin en février 2021.
Après les partis politiques, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré ce mercredi matin les représentants des institutions impliquées dans l'organisation de la présidentielle d'avril 2021. Le président et la vice-présidente de la Sénat ont apporté des réponses aux préoccupations évoquées. Stanislas Atandéon. C'est une rencontre d'échange d'informations entre la délégation de la Commission électorale nationale autonome Sénat et les cadres des institutions des ministères et le corps diplomatique. Elle a décidé de porter à la connaissance de ses parties prenantes au processus électoral toutes les informations et les dispositions prises par l'institution dans la préparation du scrutin afin de recueillir leurs avis et recommandations en vue de bon déroulement du dit scrutin. C'est parce que justement nous sommes convaincus que c'est un travail commun que nous avons décidé de rencontrer toutes les parties prenantes au processus électoral, que ce soit les institutions de la République, les organisations de la société civile et notamment aussi nos partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours appuyés dans la préparation et la tenue du scrutin, d'autant plus que cette année, il y aura le vote des Béninois de l'extérieur. C'est aussi l'occasion pour les participants à cette rencontre de formuler des préoccupations, mais aussi faire des suggestions à l'institution de régulation. S'il est vrai que le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur doivent veiller au respect des gestes barrières, qu'est-ce qui est fait pour que ceux qui viennent voter, qu'on s'assure qu'ils sont porteurs de leur masque, qu'ils sont désinfectés les mains? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens qui pourrait impliquer le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé? La vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokon-Nadjo, a répondu aux questions avant d'exhorter chacun à jouer son rôle. À la réflexion, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas confier ce rôle-là à la société civile. C'est-à-dire qu'au niveau de la société civile, on puisse identifier des personnes qui puissent, ce jour du scrutin, au niveau de chaque centre, pour ne pas dire au niveau de chaque poste de vote, assurer ce contrôle-là du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Pour que ce volet sanitaire puisse être pris en compte afin qu'au lendemain du scrutin, on ne vienne pas constater que le taux de la maladie a augmenté dans notre pays. Emmanuel Tiando a rappelé aux représentants des institutions impliquées dans le processus électoral que leur engagement est déterminant dans le bon déroulement du scrutin. C'est dire aussi que la Sénat attend d'eux leur entière collaboration dans la conduite du processus électoral afin que la prochaine élection présidentielle d'avril 2021 se déroule dans la transparence et dans un climat de paix. Nous souhaitons que ce climat de collaboration soit maintenu parce que c'est la seule façon de garantir le succès de notre élection. Encore une fois, merci pour votre attention, pour vos contributions. Nous allons essayer de les prendre en considération et de les intégrer dans la conduite du processus électoral. Au cours de la rencontre, deux communications ont meublé les échanges. Il s'agit de la présentation du calendrier électoral et la liste des pièces à fournir pour la déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2021 et ensuite celle portant sur le rôle et responsabilité des institutions et ministères dans le processus électoral. Les participants sont repartis mieux aguerris de cette rencontre tout en rassurant de leur entière disponibilité. Toujours dans le cadre de la présidentielle d'avril 2021, du côté de l'opposition, sachez que c'est le duo Alassane Djemba et Paul Honkwe qui conduira les FCBE. L'annonce a été faite suite à une réunion du bureau politique ce mercredi 27 janvier 2021. Toutefois, cette décision devrait être validée demain jeudi 28 janvier 2021 par le bureau exécutif national. Et conformément donc aux dispositions de la législation en vigueur, la candidature au poste de président de la République est constituée d'un duo. Depuis quelques jours, il se murmure que la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Mariama Talata Zimé, serait vice-présidente à la présidentielle de 2021. Que pensent les citoyens de Parakou? Réponse dans cet élément. Cette dame est appréciée par tout le monde, par beaucoup de gens quand même. Et elle aide les plus démunis, elle n'aime pas la discrimination, elle aide toutes les couches
Elle fait la promotion des femmes, elle est bien appréciée partout. Surtout, elle fait aussi la sensibilisation des maux dont nous souffrons, c'est-à-dire des maladies, tout ça la donne la vie. Et elle est rigoureuse, elle est dynamique, elle est vraiment sincère dans ses choix, dans ses actions. Et elle est une femme de confiance aussi. C'est une dame qui cherche à défendre l'intérêt commun. Et c'est une dame qui se donne toujours dans le développement et qui fait la promotion de la démocratie. Lorsqu'elle prend la parole, le langage, on sent que oui, celle-ci, elle est prête à nous défendre, à nous accompagner, à faire évoluer. Donc, elle peut gérer. C'est une femme très, très dynamique, une femme très battante et une femme aimée par la population. Ceux qui ont eu à travailler avec elle, sincèrement, n'ont jamais mal parlé d'elle. Parce que, d'abord, elle est sociable. Le fair play est en elle. On dirait que c'est inné en elle. L'accueil, elle n'a jamais rabroué des gens. Vous voyez, elle est aimée. Je nous souhaitons bonne chance si effectivement ça se confirmait, bien sûr. C'est une dame que je connais très bien depuis l'université. Je l'ai côtoyée un peu. Et ce que j'ai admiré en elle, c'est la rigueur. Depuis l'université, ce que je peux dire, c'est qu'elle n'a pas changé. Je la connais par rapport à sa rigueur. Rigueur par rapport à elle-même et rigueur autour d'elle. Et mieux, ce que je peux vous confier, c'est qu'elle a été censeur au CG Hubert Manga. Et là, vous voyez ce qui se passe, elle était censeur. Les professeurs calculent les moyennes, tout est fini, et pendant les vacances, elle prend son temps. Vous connaissez le nombre d'effectifs au CG Hubert Manga. Elle calcule une à une les moyens de ses apprenants et apprenantes. Si bien qu'à la rentrée, il y a certains qui avaient l'impression d'être en classe supérieure parce qu'ayant magouillé ou par on ne sait quelle alchimie, et constate qu'effectivement les moyens ont été recalculés. Les professeurs, c'est pareil. Vous convenez avec moi que c'est un travail fastidieux. Non seulement un travail fastidieux, il faut avoir de la volonté. Donc, on lui reconnaît cette rigueur parce qu'elle dit qu'il faut mériter. Le Bénin devient partenaire avec Baltimore aux États-Unis dans l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Ceci grâce au partenariat signé à travers son ministre des Sports ce mardi. Karine Adenini pour le point. Le Bénin, potentiel partenaire dans l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Voici l'AT qui vient de le mettre dans cette posture. Signature du partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Un partenariat qui va permettre encore une fois au Bénin de se révéler au monde entier. La Coupe du Monde 2026 qui va jouer en partie aux États-Unis pour 10 stades, mais aussi au Canada et au Mexique. La ville de Baltimore, de la candidature, a été sollicitée pour un partenariat qui permettrait une visibilité au Bénin pendant la compétition de cette Coupe du Monde 2026. Au-delà des avantages sportifs liés à ce partenariat, il convient de préciser que cet accord impactera positivement d'autres secteurs, notamment l'économie et la culture. Ces échanges entre les États-Unis et l'Afrique, avec énormément d'Afro-Américains, d'Afro-descendants qui veulent retrouver leurs racines sur le continent africain, pour nous, pour le Bénin, avec la volonté de développer le tourisme, un tourisme important qui est le tourisme mémoriel, permettra d'accueillir encore une fois des afro-descendants, que ce soit sur Ouida, que ce soit pour la route des esclaves, tout ce qu'on appelle ce tourisme mémoriel. Le troisième, je dirais que d'un point de vue économique, il y a à Baltimore tout un tas de sièges de grandes sociétés qui sont associés à cette Coupe du Monde. Et on va associer le développement du sport qu'on a ici. Le ministre Oswald Omeki accueille avec enthousiasme ce projet qui, selon lui, vient rehausser le sport béninois. Il rassure. L'assurance que la volonté du Bénin de répondre favorablement à cette demande de partenariat obéit à notre logique de nous associer à tous ceux qui peuvent entreprendre une action dans l'intérêt de notre pays. À vous confirmer que ce soutien à la candidature de cette ville américaine, qui a beaucoup de similitudes identitaires avec notre pays, est un soutien qui pour nous est tout naturel. Et à confirmer qu'enfin nous allons
au-delà de ce soutien, nous organiser nous-mêmes pour que le Bénin soit présent à cette Coupe du Monde 2026. Nous avons bien l'ambition de faire en sorte que, avec une bonne organisation et avec, comme vous le savez, le soutien de chacun de vous, notre pays puisse, en tout cas, participer à cette Coupe du Monde. Il faut noter que le Bénin est le premier pays à signer un tel partenariat avec l'Amérique. Et puis à l'international, l'un des principaux attraits du tourisme, The Big Five, a vu ses affaires chuter en raison de la Covid-19. Des visiteurs qui sont prêts à débourser une forte somme pour aller en Afrique du Sud préfèrent attendre la fin de la pandémie. Les détails avec nos confrères de CCTV+. Les Big Five d'Afrique du Sud sont l'un des principaux attraits du tourisme international et certains visiteurs sont prêts à dépenser de fortes sommes pour les voir. Ces derniers se dirigent généralement vers des réserves de gibier privé de luxe telles que Chamoiri, où des visites privées sur mesure peuvent coûter plusieurs milliers de dollars par jour. Mais ce cas de figure s'est arrêté avec la pandémie de Covid-19. Les affaires internationales de la réserve ont cessé et plus de la moitié du personnel a été remercié. Malheureusement, car la deuxième vague n'a pas seulement frappé l'Afrique du Sud, elle a également frappé beaucoup de nos principaux marchés internationaux. Nous avons commencé à voir des réservations pour le premier trimestre de cette année des marchés internationaux des États-Unis et du Royaume-Uni. Mais tout a été annulé au cours des 2 premières semaines de janvier et fin décembre. Il est évident que la deuxième vague a également frappé ces pays. Désormais, la survie de la réserve dépend uniquement du marché intérieur. Les tarifs ont été adaptés pour qu'ils soient plus abordables pour davantage de Sud-Africains. Comme beaucoup d'autres réserves de gibier, ici aussi les coûts ont dû être maîtrisés et le modèle économique réexaminé pour se concentrer sur le long terme. Nous avons dû innover, nous avons dû trouver des gains d'efficacité et cela nous tiendra tous en bonne place à long terme. Cela nous aidera à survivre jusqu'à ce que le commerce international reprenne. Je pense cependant que cette époque durant laquelle le commerce reposait uniquement sur la capture du marché international est révolue. Je pense que pour ces entreprises, et nous sommes l'une d'elles, qui ont subi cette arrogance, alors cela ne se renouvellera pas. Avec autant de réductions d'effectifs et de salaires revus à la baisse, les retombées économiques plus larges de la pandémie vont bien au-delà des clôtures des réserves de gibier. Le plus grand impact, à notre avis, a été une réduction de la masse salariale et donc une réduction des communautés de personnes qui dépendent fortement des revenus que ces réserves de gibier privé génèrent. Lorsque l'on prend en compte le fait que les réserves de gibier privé sont isolées, elles se trouvent dans des zones où on ne compte que peu d'autres économies, à part les revenus du tourisme. Il y a cependant un certain optimisme sur le fait que les efforts mondiaux pour déployer les vaccins anti-Covid-19 commenceront bientôt à stimuler l'industrie du tourisme. Le secteur sud-africain devrait d'ailleurs marquer une reprise au 3e trimestre de cette année. Le vaste environnement naturel qu'offrent les réserves de gibier se prête à une nouvelle normalité où la distanciation sociale est devenue une réalité et les lodges de gibier privé pensent que c'est exactement ce qu'elles ont de plus, en abondance, ainsi qu'un produit touristique éprouvé qui finira par se rétablir à long terme. Une éducation équitable, inclusive et de qualité pour tous, c'est l'un des objectifs de développement durable mis en avant par les Nations Unies. Il s'agit bien sûr également d'un important indicateur de progrès social. Un arrondissement de Shanghai a répondu à cet appel. Les précisions avec nos confrères de CCTV+. Le cours d'éducation physique est le cours préféré des élèves d'école primaire. Et Tong Tong, âgé de 9 ans, n'y fait pas exception. La seule différence est que Tong Tong est né avec une lésion cérébrale. Toutefois, ses enseignants font tout leur possible pour qu'il continue à participer aux cours. L'école de Tong Tong à Shanghai est pionnière, s'inscrivant dans le projet expérimental de la ville de bâtir un système éducatif équilibré pour tous les élèves. Et au cours des 7 dernières années, l'école primaire Tianjiabing Jiabei de Shanghai s'est investie pour mieux soutenir ses élèves aux besoins spéciaux.
Certains de nos élèves ont des besoins physiques et psychologiques spéciaux et nous souhaitons garantir que tous leurs enseignants le sachent. Toutes les 2 semaines, nous organisons une réunion multidisciplinaire pour discuter du cas de ces élèves. Au début de janvier, le district de Jing'an, dans lequel se trouve l'école primaire, a émis un plan pour le développement d'une éducation inclusive qui promet d'apporter un soutien systématique à chacune des écoles sous sa juridiction. Celui-ci comprend une formation des enseignants afin qu'ils sachent mieux répondre aux besoins spéciaux des élèves. Auparavant, les élèves aux besoins spéciaux étaient exclus par leur père en classe et les enseignants les considéraient comme un fardeau. Mais à présent, nous considérons les différences des élèves comme une importante ressource éducative. À l'heure actuelle, les enfants chinois présentant des handicaps sévères doivent toujours se rendre dans des écoles spécialisées pour leur éducation, tandis que les écoles ordinaires ne sont d'habitude pas équipées avec les ressources ou l'expertise nécessaires pour offrir à ces élèves aux besoins spéciaux une expérience d'apprentissage de qualité. Mais résoudre cela, selon les experts, serait faire un pas dans la bonne direction. La professeure Wang Heiping fait office de conseillère éducative auprès du plan pour le développement d'une éducation inclusive. L'éducation inclusive consiste à réaliser son droit à l'éducation. Les enfants aux besoins spéciaux doivent avoir le droit d'être éduqués dans des écoles ordinaires. Si une école ne répond pas aux bonnes conditions de leur accueil, la faute revient à l'école, pas aux parents. Eh bien, comment dire? Il peut étudier dans cette école commune en étant entouré d'enseignants très attentionnés et les autres enfants ne s'en prennent jamais à lui. Il n'y a aucun harcèlement et je suis très heureuse de cela. Comme le disent les enseignants de Tongtong, l'éducation inclusive ne concerne pas que les enfants affectés de handicap, car il s'agit après tout d'appliquer ce niveau d'attention et de soutien à chacun des élèves. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. Juste après moi, Romuald Moui pour la suite du Grand Soir avec les rubriques Covid-19, infos d'ici et d'ailleurs, suivi de la chronique du soir. N'oubliez pas de nous suivre également sur nos différentes plateformes digitales. Le site internet, c'est le www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook. Vous y avez accès avec ETélé Bénin. Excellente soirée à vous.